Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans un premier temps, je tiens à me présenter pour ceux qui ne m'ont pas rencontré ce matin. Je m'appelle Emmanuelle Lambien. J'exerce à Saint-Cyr-sur-Mer depuis une quinzaine d'années en tant que psychothérapeute analytique, psychanalyste, sexo et addicto. Voilà. Donc, écoutez, je vais tâcher d'étayer un peu ce qui a été dit, que je trouve effectivement, je dirais, très intéressant. J'ai été amenée effectivement à approfondir un peu le sujet du deuil. Bon, c'était pas forcément mon cheval de bataille parce qu'on ne travaille pas sur ça régulièrement au cabinet. Et vous voyez comme quoi, je disais ce matin, il faut toujours rester très humble par rapport à ce genre de métier parce que figurez-vous que j'appelle des choses. Ouais. Donc, en ce qui me concerne, je perçois également, je dirais, le processus du deuil comme étant un processus de cicatrisation. C'est-à-dire que c'est un processus qui se fera malgré soi, car c'est un processus évolutif. Que dans ce processus, contrairement à ce que l'on peut penser, la force mentale, de toute façon, ne pourra pas interagir pour pouvoir améliorer l'état, parce que les phases doivent être vécues. Donc attention, je dirais, à ce genre de notions, parce que malheureusement, comme vous le savez, l'ego et le mental rentrent aujourd'hui dans notre société et pour tout à chacun, je dirais, dans un pourcentage qui dessert plus l'être humain que ce qui peut le servir. En sachant que nous sommes des êtres émotionnels et que c'est pour moi, en ce qui me concerne, par rapport à ce que je constate au niveau du cabinet, le deuxième cerveau, voire même le premier. Si on est en accord avec son émotionnel, je pense qu'on peut envisager mettre des choses, je dirais, en place qui peuvent réellement corroborer à ce que nous sommes dans le respect de nous-mêmes. Si c'est le mental et l'ego, attention, parce que les peurs peuvent venir se réajouter et vous faire sortir, et bien gérer votre essentiel. Donc, au niveau de la première phase, comme monsieur l'a indiqué là précédemment, son prénom je l'ai oublié, il y a effectivement le choc et la sidération. Donc ça, c'est un processus qui se met en place, on va dire 3 semaines à mois. Donc la personne est complètement atterrée, voire même complètement dénuée de ressenti. Je pense que parmi vous, malheureusement et ou heureusement, quand je dis et ou heureusement, ne voyez pas ça comme étant déplacé, c'est-à-dire un processus de deuil, de toute façon, lorsqu'il est bien accompagné, au même titre qu'une plaie que l'on soigne, permet de grandir. Voilà. Dans la vie, rien n'arrive par hasard, tout sert à tout. Malheureusement, le deuil fait partie de la vie, l'ombre et la lumière, le blanc et le noir. C'est ainsi, c'est un processus qui fonctionne de cette manière-là. Ensuite, vous avez effectivement, dans cette première étape, je dirais, l'anesthésie des émotions. Et c'est là où je pense que ça va résonner en vous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des mécanismes de défense. Donc, durant cette partie-là, les mécanismes de défense sont effectivement très efficaces. C'est-à-dire que là, vous avez subi un choc au même titre qu'un accident grave, donc les airbags sont sortis, quoi. Et heureusement, parce que sinon, vous seriez, je dirais, dans un effondrement total. Pour ça qu'autour de vous, vous avez peut-être dû quelquefois percevoir, d'ailleurs ça c'est un sujet quand même que j'aimerais aborder sur la fin, c'est-à-dire la perception du deuil au niveau des enfants, donc des nouveau-nés, des pré-ados, des ados et des adultes. Parce que malheureusement, j'ai rencontré au cabinet trop d'enfants qui n'avaient pas été préparés, avec quelquefois des situations d'urgence. Donc un jour, en l'occurrence, un papa qui était donc en suivi au cabinet, mais qui est arrivé lié à une infirmière que je connaissais, avec qui je travaillais, qui me l'a envoyé en urgence. Et il est arrivé 15 jours avant, mais c'était trop tard malheureusement parce que je n'ai pas eu le temps d'œuvrer par rapport aux enfants. Donc un mercredi matin, et vous voyez comme quoi elle avait bien fait, comme par hasard 3 rendez-vous se décalent, et ce monsieur m'appelle en larmes en me disant « Emmanuel, je vous en supplie, je vous demandais quelque chose, s'il vous plaît ne le refusez pas, partez chez moi et allez annoncer à mes enfants le décès de leur mère ». Donc en tant que thérapeute, j'espère qu'un jour vous le serez, mais j'espère que je ne vous serai jamais confronté à ce genre de situation parce que croyez-moi, c'est coton, quoi. Vous arrivez dans une famille où il n'a pas du tout été préparé ni anticipé. Bonjour tristesse, quoi. Ensuite, donc il y a également le besoin de voir pour croire. Et oui, donc ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la notion, souvent je l'entends au cabinet, ma femme est en train de mourir, ma femme a un cancer, est-ce qu'il faut que j'en parle ou pas? Sont-ils suffisamment prêts ou pas? Donc là, je pense que là-dessus, je vais être assez claire. De toute façon, même si vous ne le dites pas, les personnes qui seront autour, enfants ou pas, vont ressentir ce que vous ressentez. Donc je pense qu'il est très important de pouvoir mettre des mots à hauteur de l'âge de l'individu, d'accord? On peut très bien parler de la mort de manière élégante et délicate, de façon effectivement à pouvoir préparer. Ensuite, l'histoire de voir les corps ou pas, ça c'est en fonction du désir de chacun. Mais il est toujours, je dirais, plus facile de voir pour croire
que de ne pas voir. Et ça, on le voit beaucoup, en l'occurrence, dans des personnes qui, par exemple, ont disparu en mer, d'accord, et vous avez donc ensuite des individus pour pouvoir se réparer le monde des associations, parce qu'ils sont toujours dans cette dynamique de retrouvailles. Donc le processus de deuil se fera quoi qu'il en soit, mais sera endommagé par ce genre de faits. L'importance des obsèques, très important, parce que ce sont des rituels. Les rituels maintenant, quelquefois, ont tendance à être un petit peu, je dirais, encore une fois, ne le prenez pas mal, hein, ne prenez pas mes propos un petit peu bâclés, hein. À savoir qu'avant, les corps de toute façon étaient veillés et que c'était un moment essentiel pour pouvoir dire au revoir aux défunts. Vous avez également ensuite la première confrontation à l'absence, qui renvoie bien évidemment à un phénomène de vide. Alors, une notion qui est extrêmement importante, ça je tiens à appuyer là-dessus. Le processus du deuil, comme je vous disais, est un processus qui se fera de toute façon quoi qu'il en soit. Mais souvent les individus ont tendance à rechercher la personne sur l'extérieur, ce qui est tout à fait normal, d'accord? Donc photos, SMS, médias, quelquefois des voyants, écriture automatique. Entre parenthèses, par rapport à ça, ils sont en train de faire des recherches parce qu'il y a tellement eu de témoignages de personnes saines d'esprit qui sont amenées à s'y pencher. Donc par rapport à ça, je n'ai pas spécialement d'avis, je suis ni contre ni pour. Simplement, ce que je tiens à vous dire, c'est que le deuil se fait à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur. C'est le seul danger. C'est-à-dire que la personne peut rester effectivement dans un vécu traumatique très longtemps parce qu'elle recherchera toujours à l'extérieur d'elle-même ce qu'elle devrait normalement intégrer en elle. Voilà. C'est avoir la personne en soi. Absence, double présence. Hein, ça, c'est une chanson qui... les épisodes de décharge émotionnelle. Eh bien oui, donc là, il est tout à fait normal et c'est d'ailleurs extrêmement déstabilisant pour les personnes qui sont en train de le vivre parce qu'il peut y avoir des oppositions très fortes, c'est-à-dire des tristesses horribles qui peuvent durer d'1 heure à 2 heures, voire d'1 jour à 2 jours, avec le lendemain des épisodes où la personne a l'impression d'être un équaliseur plat, émotionnellement parlant. Donc, je ne sais pas si parmi vous, certains l'ont déjà vécu, mais l'individu a du mal à se situer, quoi. D'autant en plus que lorsque l'équaliseur se met à plat, qu'il ne ressent plus rien, voire même qu'il peut, pourquoi pas lors d'une situation, éprouver un fou rire, je vous explique même pas le revers de flamme ensuite au niveau de la culpabilité. Ensuite, vous avez également donc l'entrée dans l'étape suivante du deuil qui s'appelle la fuite, la recherche. Donc là, on est dans la confusion des orientations. Donc confusion, pourquoi? Parce que le matin, vous vous réveillez et au réveil, en règle générale, c'est hyper angoissant. Parce que vous vous réveillez et là, la réalité, vous jaillit en pleine poire, quoi. C'est-à-dire que la réalité vous jaillit, mais c'est surtout votre émotionnel qui vous attrape, quoi. Vous êtes encore dans une confusion. Est-ce bien vrai, pas vrai? Il est là, il n'est pas là. Alors bon, on parle de parents. Au niveau des parents, lorsqu'on perd les parents, normalement, après tout dépend des circonstances du décès, hein, mais normalement c'est dans un processus plus ou moins logique, d'accord? Surtout en plus il y a une phase de maladie, donc tant soit peu, qu'on le veuille ou non, inconsciemment parlant on s'y est préparé et le deuil a commencé déjà à opérer à l'intérieur de soi, même si on ne s'en rend pas compte. Mais imaginez juste si vous venez à perdre un de vos enfants, quoi. Voilà, de mort brutale. Donc là on est encore dans une autre phase. D'ailleurs, même si on ne peut pas réellement temporaliser le temps du deuil, parce qu'il est propre à chacun, et il est propre également en fonction de ce que l'individu a pu vivre lui-même au cours de sa propre enfance, le deuil d'un enfant, c'est la période qui est la plus longue, hein. Elle est estimée à peu près entre 5 et 6 ans. Voilà, donc, bon, vous imaginez. Alors en face, vous avez des personnes qui, elles, continuent à vivre, et après, il y a un gros décalage. C'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs entre autres la raison pour laquelle les gens qui ont vécu ce genre de traumatisme ont beaucoup de mal à communiquer avec des personnes qui n'ont pas vécu ce genre de choses. Parce que le langage est autre, et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Alors, donc la perception du défunt, et oui, la perception du défunt, ça également. Imaginez que vous soyez en corrélation avec votre père la veille, que vous soyez amené à être un petit peu en conflit, et que votre père meurt d'un accident ensuite. Voilà. C'est-à-dire que au niveau du deuil, dans le deuil, ce qui va venir également se surajouter, c'est la relation que vous avez eue avec les personnes qui est partie. Donc, si la relation a été, je dirais, assez bienveillante et harmonieuse, je ne dis pas que le deuil sera facile, mais ça va vous aider. Si par contre le deuil, la relation a été traumatisante, eh bien vous aurez de toute façon les éléments qui ressentiront dans ces moments-là. Et pourquoi je lui ai dit ça, et j'aurais dû prendre plus conscience de la chose, et j'aurais peut-être dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. C'est pour ça que je conseille vivement
aux personnes qui ont des proches en deuil, véritablement, mettez votre ego de côté, mettez votre pudeur de côté, même si la personne qui est en train de partir n'a jamais été amenée à verbaliser sur l'émotionnel. S'il vous plaît, faites quelque chose, quoi. Écrivez une carte postale, parlez, et aidez le futur défunt à partir, parce que vous allez perdre votre père, par exemple, ou votre mère. Mais votre mère va perdre tous ses enfants. C'est comme si elle perdait ses enfants, parce qu'elle a conscience qu'elle va partir. Donc prenons en compte ça. On a trop tendance à négliger, je dirais, cette notion, parce qu'on a tendance à se recentrer sur soi et à ne pas vouloir, ou à ne pas pouvoir, je dirais, évoquer ce genre de situation. Mais croyez-moi, c'est très libérateur pour la personne qui part, parce que ça lui permet également de se libérer verbalement et de voir un mort avec un faciès reposé et en paix, et complètement différent de constater un mort avec un faciès chargé et tendu. Et croyez-moi, ça se voit. Et même dans le départ. Même dans le départ. Ensuite, réaction de l'entourage durant la deuxième étape. Ah oui, durant la deuxième étape, il est bien évident qu'au départ, les individus vont être proches de vous. C'est normal, vous serez entourés. Ils sont également dans une certaine forme d'empathie. Mais avec la durée, vous imaginez bien qu'eux vont continuer leur vie. Donc souvent, on a ce genre aussi de réflexion dans le genre, oui, mais bon, de toute façon, pour eux, c'est passé, la vie continue et moi, je me retrouve seule. Oui, c'est sûr. C'est un peu normal, parce que leur ressenti émotionnel n'est pas du tout le même. Et c'est à vous, je dirais au niveau de l'entourage, de prendre en compte et en conscience que quelquefois ce que vous pouvez leur demander est tout à fait juste de l'impossible. Revis, profite, d'autant plus que vous verrez juste par la suite qu'au bout d'un an à peu près, lorsque la personne est décédée, il y a un vécu dépressif qui vient peut-être au bout de son nez, donc qui est complètement différent de la dépression clinique, qui présente à peu près les mêmes symptômes, à la différence près que le vécu dépressif peut quand même se sociabiliser, peut quand même éprouver un peu de joie, voilà. Mais la personne qui vit ça au niveau je dirais du deuil, du vécu dépressif, elle ne comprend rien, parce qu'elle a eu, on va dire, une petite période d'amélioration. Et au bout d'un an, allez, on va dire un an et demi, j'aime pas trop mettre dans les cases, parce que ça, c'est en fonction des individus, on ne peut pas, je dirais, rationaliser un émotionnel, faut arrêter ça. En tout cas pour moi, en ce qui me concerne. Vous imaginez, elle se reprend un revers de flamme. Elle pensait être éventuellement un petit peu sortie, mais puis, bon, elle se prend tout en jet. Pourquoi ? Parce que là, de toute façon, en plus, les mécanismes de défense ont tendance un petit peu à s'être, je dirais, atténués, estompés. Et là, elle vit de plein fouet ce genre de choses. Donc ça, il faut que vous soyez à même de le comprendre et d'aider, si tant est que vous ayez envie de vous investir un peu, je dirais de comprendre la personne et de l'aider. Et surtout, de pouvoir l'orienter chez un psy vers une thérapie pour qu'elle puisse effectivement accompagner encore son processus de deuil. Parce que ça peut amener quelquefois, je dirais, des passages à l'acte, surtout si en plus l'événement du départ, par exemple, on va dire une mère qui découvre son fils suicidé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour elle, inconsciemment parlant, le fils a transgressé la règle d'une certaine manière. Et si toutefois elle est trop dans une régression trop importante, il peut y avoir passage à l'acte également de l'autre côté. Donc il faut quand même être assez vigilant à ce niveau-là. C'est-à-dire que même si elle ne le fait pas, de toute façon, elle l'aura en tête. C'est normal. Parce qu'elle aura envie également de s'approcher au plus près de ce que son fils, son père, sa mère a pu mettre en place avant le départ. De façon à pouvoir ressentir, ça c'est du fantasme, ressentir ce que la personne a pu mettre en œuvre pour pouvoir être au plus proche de lui, au plus proche de celui qui est parti. J'ai eu le cas, par exemple, là j'ai une patiente qui en plus a une formation d'ingénieur, j'ai absolument rien contre les ingénieurs, mais au contraire, mais simplement sont des personnes qui fonctionnent de manière un peu plus scientifique et rationnelle. Donc ce sont des personnes qui ont quand même pas mal de difficultés à rentrer en contact avec leur émotionnel. Et au cabinet, c'est difficile au départ de travailler avec ces gens-là. Après, ça va mieux, mais au départ, c'est difficile. Et cette femme-là ne s'est pas rendue compte que 12 ans après, elle est encore dans ce traumatisme-là. Et pourtant, elle fonctionne. Elle fonctionne. Et simplement, ses deux parents se sont défenestrés du 14e étage avec un rituel bien approprié, c'est-à-dire le nom brodé, le numéro de téléphone, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc tout était très ritualisé. Donc, en sachant que 2 jours avant, ils mangeaient pour le repas de Noël ensemble. Donc, le réaction de l'entourage, que dire ? Ah oui, souvent, que dire ? Eh bien, écoutez, la personne de toute façon qui est en deuil, j'aurais tendance à dire qu'elle va dire ce qui lui semble juste. Tout dépend ce qu'elle a envie d'échanger en lien avec l'autre. Parce que l'importance du deuil sera fonction de l'attachement, du lien. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une très bonne amie, une meilleure amie, et vous serez beaucoup plus retourné
excusez-moi, si vous veniez à perdre votre maman, parce que peut-être le lien serait différent, vous voyez. Donc je dirais le deuil est fonction de l'attachement aussi. Donc les cendres de la personne disparue, ça c'est un point également qui est important. Il est important aussi, surtout lorsqu'il y a une famille avec, je dirais, plusieurs enfants au sein de la fratrie, il n'est pas forcément très judicieux que de mettre les cendres dans la maison. Il est important de pouvoir les mettre sur l'extérieur, très important. J'ai eu le cas d'une personne, son fils avait 7 ans et elle avait perdu son chien. Son chien l'a enterré et comme par hasard, son fils a commencé à se mettre à régresser. Et donc je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous seriez d'accord pour mettre en place un mensonge pieux? Elle me dit, allez-y, dites-moi. Mais je dis, vous allez vous procurer une belle petite boîte, vous allez récupérer des cendres dans votre cheminée, vous allez mettre les cendres dans la petite boîte, et puis vous allez aller voir votre fils en disant, écoute, voilà, à l'époque, tu n'étais pas suffisamment à même de le comprendre, maintenant que tu es un peu grandi, voilà, donc ton chien est là, est-ce que tu veux qu'on aille l'enterrer dans le jardin, est-ce que tu veux lui marquer un petit mot? Donc c'est ce qu'ils ont fait, et comme par hasard, les symptômes sont partis. Donc plus de pipi au lit, plus de colère, bon, et j'en passe. Donc ça c'est important également. La sexualité au cours de la deuxième étape, ça aussi, ça peut être extrêmement troublant, parce que figurez-vous qu'une personne qui est en deuil peut avoir des pulsions importantes. Donc chez l'homme et chez la femme, ça peut se manifester de différentes manières. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que souvent l'homme peut avoir une libido, je dirais, plus importante que celle de la femme, parce que comme j'ai pu l'expliquer ce matin en sexo, nous n'avons pas la même fréquence. Hein, voilà. La femme ovule une fois par mois, l'homme produit des millions de spermatozoïdes. Donc ça aussi, ça peut effectivement faire culpabiliser la femme, et c'est tout à fait normal, parce que le corps a besoin d'être réconforté et de recevoir. Au même titre que la femme peut complètement se fermer à sa propre libido, parce que c'est un corps qui est en souffrance, donc elle n'est plus à même de pouvoir s'ouvrir. Voilà. Donc pour l'homme, comprenez-le, hein, il n'y a aucun rejet à ce niveau-là par rapport à vous, c'est simplement, ça fait partie du processus. Et une dernière chose, parce que je vois qu'elle est en train de prendre le micro, une dernière chose que je voulais vous dire, j'en ai perdu le fil. Donc par rapport à l'homme, oui, donc l'homme, donc effectivement, mais la femme peut être également, je dirais, vous m'avez compris, un peu n'importe quoi. Une autre chose, et après je me tais, parce que ça je voulais, oui, au niveau des antidépresseurs, je sors un peu là de la chose, attention de ne pas le prendre trop tôt, parce qu'il est quand même important que l'individu puisse ressentir, d'accord, ce processus qui se met en route, hein, de façon à ne pas trop mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Et puis surtout le vécu dépressif. Oui, le vécu dépressif, ça c'est une notion, il est important de savoir que de toute façon, un an après, à peu près, il y a un vécu qui revient et qui peut être très violent. Donc ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas plus que ça fait partie du processus. Sur ce, je laisse Hervé reprendre la parole, et puis je vous souhaite de passer une excellente journée, à bientôt peut-être de vous revoir. Voilà.